Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être présents. Alors, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet pour vous présenter d'abord un petit rappel sur l'open source. Qu'est-ce qu'on appelle open source? On a plusieurs facettes à l'open source. Le premier, c'est une facette technique. D'un point de vue du logiciel, c'est un logiciel dont le code source est disponible, contrairement au code des logiciels des éditeurs, qui est complètement fermé, auquel vous n'aurez jamais accès. Ici, vous disposez du code qui a été écrit par les développeurs, donc vous pouvez le lire, le vérifier, le modifier, le compiler, en prendre des morceaux, les réutiliser. Techniquement, tout ça, c'est possible. Il est important de noter que ce mode de développement de propriété intellectuelle s'étend au-delà du logiciel, puisqu'on a aussi des initiatives open source, où on partage du savoir-faire et de la technologie, aussi dans le hardware, par exemple à travers l'Open Compute ou bien l'Open Power Foundation que j'évoquerai au fil de cette présentation. Ensuite, il y a aussi un cadre légal à l'open source, et ça c'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec cette propriété intellectuelle. Il existe des licences qui permettent de réutiliser ce code et aussi qui posent des limites à la manière dont on le réutilise. Est-ce qu'on peut le mettre dans du logiciel qui devient fermé ou pas, par exemple? C'est une question importante pour l'open source. Certaines licences de l'open source vous permettent de réutiliser du code, mais vous obligent à maintenir le nouveau code que vous créez dans la même licence open source. Donc d'un point de vue légal, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ensuite, concrètement, pour les utilisateurs du monde de l'IT, eh bien, c'est du logiciel disponible hein, dans un mode d'accès à des solutions qui existe depuis longtemps, qui a d'abord démarré dans le monde universitaire et qui maintenant fonctionne très bien et où vous pouvez trouver des logiciels d'excellente qualité. C'est aussi un excellent moyen de faire des économies financières, puisque en général le coût de mise en œuvre de l'open source est inférieur à des coûts de solutions d'éditeurs. Alors, l'open source, que vous l'aimiez ou pas, que ça vous intéresse ou pas, vous l'utilisez déjà. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment au cœur de l'IT moderne. Un peu comme la matière noire dans l'univers, pour les gens qui s'intéressent à l'astronomie, vous savez que c'est quelque chose qu'on ne voit pas, la matière noire, mais qui donne sa cohérence à l'univers en apportant une masse cachée. Et bien, l'open source, c'est la même chose. Vous avez de l'open source partout. Tout le web tourne sur de l'open source. Quasiment 70-80% des serveurs web qui alimentent Internet sont des solutions open source, que ce soit Nginx ou Apache. Vous avez évidemment les deux bases de données phares, MariaDB, le fork de MySQL et PostgreSQL, qui sont extrêmement présents, et les langages de script les plus utilisés sur le web ou ailleurs d'ailleurs, que ce soit PHP, Ruby, Python, on aurait pu citer Java, sont de l'open source. Donc l'open source, vous l'utilisez déjà et ça fonctionne extrêmement bien dans des domaines complètement publics. Si vous installez certains OS, vous verrez aussi dans les logs d'installation des références à de l'open source et à des droits de licence du code qui vient du monde de l'open source. Alors ça, je vous ai parlé là de ce qui est déjà bien établi, bien installé. Maintenant, l'open source est aussi un formidable vecteur d'innovation et tous les nouveaux projets innovants dans le monde de l'IT se font autour de l'open source. Que ce soit des projets nés du monde universitaire ou d'un petit nombre de développeurs, comme par exemple Docker ou MongoDB, ou bien que ce soit des projets qui a été créé et impulsé par des grands acteurs du monde de l'IT comme OpenStack ou OpenDaylight, où évidemment IBM est partie prenante, ou bien que vous ayez du code qui a été développé par une entreprise en particulier, je pense à Kubernetes par exemple, un framework pour gérer Docker, et donc que Google a mis en open source et donc a divulgué le code source de sa solution
Donc tous les grands projets dont vous entendez parler dans les médias, dans l'IT, sont des projets open source actuellement. Donc si votre entreprise est à la recherche d'innovation, il y a de très fortes chances qu'elle passe par l'open source. Alors comment Power 8 se positionne dans ce monde open source? Très simplement, Power 8 c'est juste entre guillemets un autre processeur pour Linux et pour faire de l'open source. Alors un autre processeur à côté desquels, évidemment à côté d'Intel, puisque le cœur du développement open source est fait sur Intel, les plateformes x86, d'où des packages pour Linux avec dans leur nom du .x8664. Mais vous avez d'autres architectures de processeurs qui peuvent utiliser de l'open source. Vous pouvez faire tourner de l'Ubuntu, de la Debian, de la Fedora sur un processeur ARM par exemple. Si vous avez chez vous un mini ordinateur Raspberry Pi par exemple, ou bien dans vos téléphones portables, c'est du processeur ARM et vous pouvez très bien faire tourner du Linux dessus, puisque dans un téléphone portable, Android, le noyau d'Android, c'est du Linux. Donc à l'autre extrémité de l'échelle, vous avez le processeur Power 8, pour lequel vous avez des versions de Linux disponibles avec une extension .ppc64 ou .ppc64el pour les versions Little Endian. Donc finalement, on est juste un autre processeur. Alors, juste un autre processeur avec quand même quelques caractéristiques assez particulières et assez différenciantes, puisque là on se situe sur un processeur qui a été conçu pour le monde des serveurs et avec cet objectif-là en tête, contrairement aux processeurs Intel ou aux processeurs ARM qui visent d'autres marchés. Donc tout d'abord, on a soigné particulièrement la performance des cœurs. Si vous suivez un peu l'actualité des processeurs Intel, vous constatez que depuis de nombreuses années, le nombre de cœurs dans les processeurs Intel augmente, mais la performance unitaire des cœurs n'augmente pas. Donc vous avez des systèmes avec de plus en plus de processeurs dans un socket, de cœurs pardon, dans un socket, mais finalement la puissance unitaire n'augmente pas. La loi de Moore est est de plus en plus difficile à respecter. Et ça, c'en est l'illustration directe. Sur le processeur Power 8, on a continué à chaque génération d'augmenter la performance par cœur et sur tous les benchmarks publiés, vous trouverez un gain en performance par rapport à Intel, performance par cœur d'environ x2, de x1,7 à x2,2, voire même plus sur des charges de travail de type Big Data. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir avoir des infrastructures avec moins de cœurs, moins de processeurs, donc moins de serveurs. Les licences que vous allez payer, parce que qui dit open source dit quand même des coûts, vous allez par processeur, par exemple des coûts de licence d'OS, rien que pour parler de cela, bien vous allez pouvoir réduire le nombre de licences nécessaires pour faire ce que vous avez à faire avec votre serveur. Ensuite, par architecture, vous disposez de 1 Tera de mémoire par socket. Ça va vous permettre de consolider massivement et d'augmenter considérablement le nombre de machines virtuelles dans les systèmes. Et plus vous augmentez le nombre de machines virtuelles dans un système, mieux vous rentabilisez votre système, parce que le taux d'utilisation moyen se rapproche des pics d'utilisation. Il y a un théorème mathématique qui illustre ça quand on a des phénomènes aléatoires. Et ça va vous permettre de rentabiliser votre investissement. Au lieu d'avoir des taux d'utilisation de 10-20% comme on en trouve sur les plateformes Intel virtualisées par VMware, nos clients font tourner leur système Power à 60, 70, 80, 90%, certains même 100% d'utilisation en continu sur de l'interactif et sur des workloads cœur de métier. Et ça, on n'a aucune angoisse à voir des systèmes Power tourner comme ça. Ils sont pensés dans cet axe-là. Ensuite, c'est bien d'avoir des cœurs très puissants, mais vous avez besoin d'avoir une bande passante pour pouvoir alimenter ces cœurs en données. Et là aussi, on a fait un travail énorme puisqu'on a 4 fois la bande passante mémoire comparée à Intel. Donc là, vous allez avoir un cœur puissant et vous allez l'alimenter en données. Par exemple, sur des applications de type Big Data, vous allez pouvoir brasser des quantités de données énormes tout en continuant d'alimenter les cœurs.
Ensuite, sur un autre type de workload, je pense en particulier les workloads de type Java, le fait d'avoir 8 threads par cœur, ça va vous permettre d'augmenter les débits, parce que vous allez, au fur et à mesure de l'augmentation de la charge du processeur, eh bien les threads secondaires, ternaires, jusqu'à 8 threads par cœur vont se mettre en action et vont vous permettre de maintenir les temps de réponse de vos applications, bien que la charge augmente. On a aussi implémenté dans le processeur Power 8 la mémoire transactionnelle. Donc ça permet de faire des accès en mémoire de manière concurrente et non plus de manière séquentielle. Donc de fluidifier les accès mémoire, d'accélérer les accès mémoire, ça c'est important pour les charges de travail. Vous avez des grandes zones mémoire qui sont adressées. J'ai cité les taux d'utilisation, on va même jusqu'à garantir les taux d'utilisation, c'est-à-dire que si votre application n'arrive pas à utiliser au moins 65% du processeur et que les performances diminuent à ces taux d'utilisation-là, eh bien, on s'engage à investiguer avec vous pour comprendre pourquoi le processeur ne délivre pas le service attendu. Et enfin, ce processeur-là, je l'ai déjà dit, il est complètement prêt à utiliser l'open source et les outils d'administration de l'open source, que ce soit KVM ou bien OpenStack. Attendez, je change de page. Voilà. Alors, quelle gamme on construit autour de ces serveurs? Une gamme d'abord de systèmes qu'on a baptisés Scale-out, donc avec un S dans leur nom, des systèmes dédiés à Linux pour certains, tous ceux avec un L, donc des systèmes 1 ou 2 sockets. Les deux systèmes du haut ont été pensés, développés, construits de A à Z par IBM. Et les deux systèmes du bas, donc les systèmes LC, sont deux systèmes qui sont le fruit d'une collaboration. Donc là aussi, je citais au début de ma présentation le fait que l'open source peut aussi être un moyen de développer du hardware. Là, on en a l'illustration directe. Ces deux serveurs S812LC et S822LC, donc un socket ou deux sockets, sont des serveurs développés par IBM, mais pas seulement par IBM, puisque pour le 812LC, par exemple, la carte mère a été développée par Tian. Et sur le 822LC, il était développé en collaboration avec Wistron et NVIDIA. Des systèmes développés dans le cadre de l'Open Power Foundation, donc une fondation initiée par IBM et par 5 membres de l'IT mondial, de niveau mondial, Google, NVIDIA, Mellanox et Tian. Et donc IBM, ça fait 5 en 2013, et qui a grandi très très rapidement. Et qui propose des solutions nouvelles autour du processeur Power et du cœur Power. Donc là, on voit bien que les processeurs Power, les systèmes Power ne sont pas des systèmes fermés, mais qu'au contraire, on les a complètement ouverts. Vous avez aussi trois modèles de serveurs qui, eux, font non seulement du Linux, mais aussi de l'AX et de l'IBM i, donc les deux operating systems propriétaires IBM. Et une gamme Enterprise, où là, vous avez des systèmes avec une scalabilité verticale extrêmement importante. Le 880, donc le plus gros de ces serveurs-là, peut héberger jusqu'à 192 cœurs, 16 Tera de mémoire, 1000 machines virtuelles. Alors, ce qui est important de noter, c'est que ces serveurs-là tournent avec exactement le même processeur Power 8 que les machines scale-out que j'ai présentées précédemment. Donc tout ce que IBM a dû développer pour avoir des systèmes à 192 cœurs d'architecture NUMA avec de la performance interprocesseur vers la mémoire, vers les I/O, tout ça vous le retrouvez dans le même processeur sur la gamme Scale-out. Et ces systèmes-là ont aussi la possibilité de faire du Linux, évidemment, à travers notamment des cœurs dédiés Linux, qu'on a baptisé IFL, comme les cœurs dédiés Linux du monde mainframe, à des tarifs préférentiels. Donc, pour présenter rapidement les benchmarks disponibles, en fait, l'image est assez simple. Historiquement, les serveurs Power étaient très typés base de données. Maintenant, on a travaillé non seulement sur les aspects base de données, workload base de données, mais aussi sur d'autres types de workload. Et on a donc les gains en performance dont je vous parlais, environ x2 en termes de performance par cœur. Qu'on fasse de l'AX ou du Linux, d'ailleurs, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça illustre la qualité de l'operating system Linux.
face à notre concurrence Intel. Donc ici, vous avez du SAP pour illustrer un ERP, du Java, du SpecInt et du SpecFP. Maintenant, c'est bien d'avoir des systèmes performants, mais la performance ne suffit pas et les systèmes Power sont aussi très renommés pour leur fiabilité. Parce que IBM conçoit non seulement le processeur, mais le système dans son entier. Donc on a une très bonne interaction entre les différents composants de la solution et on a pu mettre des mécanismes de protection à tous les niveaux dans l'architecture. Dans le processeur, qui est capable de rejouer une instruction quand il s'aperçoit que l'instruction ne s'est pas exécutée correctement. Dans les caches L2, L3, dans le cache L4 aussi, puisqu'on a un processeur avec du cache de niveau 4, 128 MB de cache de niveau 4. Dans les bus interprocesseurs, dans les bus vers la mémoire. Donc on a mis de la redondance et de l'intelligence pour avoir des systèmes avec des niveaux de fiabilité exceptionnels, bien au-dessus des systèmes Intel. Alors là, j'ai parlé de la fiabilité du matériel. Maintenant, parlons un peu de la fiabilité du logiciel. On a deux hyperviseurs sur les systèmes Power Linux disponibles. On a Power VM, qui est l'hyperviseur historique de ces systèmes-là, développé par IBM pour les processeurs Power depuis 2004. Donc on a un long historique. Il est très très bien implanté chez nos clients. Tous nos clients virtualisent leur système Power avec Power VM maintenant, depuis de nombreuses années. Donc CVE, c'est le nombre de failles de sécurité dans l'hyperviseur qui ont été déclarées et reportées par le département de la sécurité aux États-Unis, excusez-moi. Donc on n'a aucune faille de sécurité qui a été répertoriée ces 2 dernières années et même précédemment sur Power VM. On voit KVM qui a atteint une belle maturité puisqu'on a un nombre de failles de sécurité qui a relativement peu augmenté entre 2015 et 2016 et qui reste finalement relativement faible. Et face à ces deux hyperviseurs-là, on a illustré ici le résultat de VMware, donc un hyperviseur qui existe depuis 1999, qui quand même est extrêmement présent sur le marché, extrêmement connu, mais la notoriété n'est pas forcément un gage de fiabilité, puisque vous voyez qu'entre 2015 et 2016, on a augmenté le nombre de failles de sécurité d'un quart et qu'on est quasiment à 1000 failles de sécurité répertoriées. Donc KVM et PowerVM, oui, sont des excellents hyperviseurs en termes de sécurité et en termes de performance, et ils n'ont vraiment pas à rougir face à VMware, bien au contraire. Alors quand vous faites du Linux, que vous le fassiez sur du processeur ARM, sur de l'Intel ou sur du Power, Linux reste Linux. Vous retrouvez le même OS, vous retrouvez les mêmes commandes, les mêmes bibliothèques ou librairies, pour employer le mot anglais. Donc tout est au même endroit, un administrateur ne sera pas dérouté. Et ça va vous permettre de capitaliser sur vos compétences pour administrer Linux, quelle que soit la plateforme matérielle sous-jacente. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième point positif, c'est que vous compilez votre code sereinement parce que vous avez les mêmes bibliothèques, donc la compilation se passe extrêmement bien. Si vous avez du code propriétaire et que vous devez le recompiler ou simplement si vous voulez prendre un package, un code source du monde de l'open source et le recompiler pour l'architecture Power et le processeur Power, ben, ça se passe extrêmement bien. Alors, ce que je vous dis là, c'est pas une affirmation en l'air. Un exemple de recompilation à grande échelle. En mai 2014, quand on a travaillé avec Ubuntu pour avoir leur distribution Ubuntu 14.04 disponible sur les processeurs Power à la sortie du Power 8, eh bien, Ubuntu a dû faire, enfin Canonical, l'éditeur de Ubuntu, a dû faire cet effort de portage et de recompilation. Et leur témoignage est le suivant, présenté vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube. Mark Shuttleworth a annoncé qu'ils avaient porté les 40 000 packages de Ubuntu en 5 mois. Donc en 5 mois, ils ont réussi à recompiler à une cadence de 250 packages par jour
Donc des packages de toute taille, de tout type. Imaginez dans une distribution Linux la variété de packages que vous pouvez avoir, des logiciels de gestion, du kernel, de l'infrastructure, des bases de données, des serveurs web, etc. Voilà, la cadence de recompilation, c'était celle-là, donc c'est bien l'illustration que la recompilation se passe très bien, et c'est aussi ce qu'on constate quand on emmène certains de nos clients à Montpellier dans notre centre de benchmark et qu'ils recompilent. Mais ils sont à chaque fois étonnés par la facilité avec laquelle les binaires sont générés sur la plateforme Power. Donc l'open source sur la plateforme Power, il est extrêmement varié. J'ai fait ici un focus sur des types de charges de travail où le processeur Power est particulièrement pertinent. D'abord, le domaine du big data et de l'analytique, parce qu'on a un cœur qui est très puissant et on a des très grosses bandes passantes pour alimenter ces cœurs. Donc on a un processeur qui est extrêmement efficace pour des workloads de type Hadoop, MapReduce, ou bien du Spark, donc de l'Hadoop en in-memory pour faire du machine learning. Tout ça, je citais au début de la présentation des domaines innovants. Là, on est en plein là-dedans et c'est vraiment un processeur qui va briller sur ces types de workloads. On a aussi travaillé sur des workloads plus traditionnels autour de LAMP. Donc LAMP, c'est un acronyme, Linux, Apache, MariaDB et PHP. C'est le stack logiciel sur lequel tournent les serveurs web. Donc le langage PHP à travers Zend, donc Zend c'est l'éditeur de PHP. Le langage PHP va permettre de créer des pages dynamiques qui vont aller puiser dans une base de données MariaDB des données, créer des pages web et ces pages web vont être fournies par le serveur web Apache. Donc on a travaillé avec Zend, Ubuntu, Mellanox dans le cadre de l'Open Power Foundation pour optimiser chacun des composants d'un stack LAMP sur la plateforme Power et je vais faire un focus dans la page suivante sur le résultat de cette optimisation. MariaDB a d'excellentes performances aussi sur la plateforme Power. De la même manière, on a travaillé avec les éditeurs et avec l'éditeur MariaDB pour optimiser MariaDB sur Power. PostgreSQL fonctionne extrêmement bien, donc PostgreSQL est une excellente alternative à la base de données Oracle qui montre des coûts de licence extrêmement élevés et on a un grand nombre de clients qui envisagent maintenant de passer à PostgreSQL. Donc je cite ici PostgreSQL qui est la solution open source et je cite aussi Splendid Data qui est un éditeur qui a construit autour de Postgres une solution de qualité entreprise pour vous donner tous les outils pour utiliser Postgre. Donc ce sont uniquement des outils open source, mais toute la force et tout le travail de Splendid Data, c'est d'organiser une distribution Linux, une distribution Postgres, où chacun des composants, donc à la fois Postgres, mais aussi les outils de monitoring, d'administration, de backup, de cluster, sont mis en cohérence et sont packagés par Splendid Data pour vous permettre d'utiliser tout de suite, de manière efficace, du PostgreSQL. Donc on a travaillé avec Splendid Data, on a fait des benchmarks sur la plateforme Power où on retrouve ce gain en performance de au moins 2,2 par cœur. Et on est monté jusqu'à 700 000 transactions par seconde sur un système 24 cœurs Power 8. Et pour terminer, eh bien, les applications Java, donc là le parc, le potentiel est énorme et on va ici bénéficier à plein de la performance par cœur et aussi des bits par cœur avec une capacité à maintenir la charge et à adresser des quantités de mémoire beaucoup plus importantes que sur la plateforme Intel. Donc le focus sur solution LAMP, le voici. Quand on fait du LAMP, on pose sur LAMP soit du code PHP qu'on développe soi-même, soit des solutions, notamment du e-commerce, avec par exemple Magento, donc un des leaders du e-commerce du monde de l'open source lui aussi. Et on a fait un benchmark avec Magento et on a mis face à face une infrastructure Intel constituée de 4 serveurs Dell, des systèmes 2 ou un socket qui hébergent chacun
une infrastructure avec du PHP, deux serveurs Magento en redondance pour la sécurité et la disponibilité, une base de données MySQL, un cache Redis, et on a obtenu, grâce à cette infrastructure, un niveau de service de 5000 utilisateurs par heure, avec comme SLA, niveau de service, 2 secondes de temps de réponse pour la plupart des utilisateurs. Face à ça, on a posé un serveur Power 8 virtualisé par KVM avec le stack que je vous ai présenté, donc Ubuntu, MariaDB, Zend, Mellanox pour les attachements I/O. Et avec ce stack-là, donc vainqueur, on a obtenu avec les mêmes niveaux de service un nombre d'utilisateurs servis de 24 000 utilisateurs, donc quasiment 5 fois plus d'utilisateurs servis avec un seul système Power face à un système Intel de 4 serveurs. En termes de coût en utilisateur par heure, eh bien, on est inférieur quasi au moins de la moitié. Ça coûte 2 fois moins cher, cette infrastructure. On occupe 2 fois moins d'espace. On a 4 fois moins de serveurs. Qui dit moins de serveurs dit moins de matériel, donc plus de fiabilité. Et on a une solution où on est gagnant sur tous les tableaux. Alors, j'ai cité l'Open Power Foundation à plusieurs reprises. L'Open Power Foundation, c'est la preuve pour la plateforme Power qu'on n'est pas dans une plateforme propriétaire, mais qu'au contraire, on est dans une plateforme extrêmement ouverte, puisqu'on a ouvert le design du processeur, du cœur et du firmware, donc du BIOS qu'on va utiliser pour démarrer ces serveurs Power, pour créer un écosystème de collaboration en mode open source où de nombreux acteurs, puisque maintenant on a plus de 180 membres dans le monde entier, qui travaillent ensemble à développer des nouvelles solutions basées sur le processeur, sur les serveurs Power, que ce soit des solutions de type matériel ou des solutions de type logiciel. Donc vous avez ici un certain nombre d'acteurs que vous connaissez certainement. On a par exemple Rackspace là, qui a annoncé il y a quelques semaines le design d'un nouveau serveur qu'ils ont appelé Barrel Eye, qui est un serveur avec du cœur Power 8, conçu pour équiper les data centers en mode cloud à très grande échelle, les hyperscale cloud data centers. Et là, on est, nous, IBM, plus du tout aux commandes de ce qui se passe. Donc, c'est la possibilité pour Rackspace d'intégrer du processeur Power et de construire son serveur autour de Power. Donc pour résumer cette présentation, grâce à Power Linux, vous allez pouvoir avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire un système où vous allez pouvoir faire tourner le même Linux, donc du Linux, que ce soit du Red Hat, de l'Ubuntu, du SUSE, du Fedora, du CentOS, du FreeBSD. Vous allez retrouver exactement les mêmes principes d'administration, les mêmes technologies de virtualisation. Donc vous allez pouvoir exploiter l'ensemble du panel des logiciels open source et en même temps vous allez bénéficier de toutes les qualités des systèmes Power, donc des systèmes extrêmement virtualisables, ultra performants. Vous allez pouvoir faire travailler, faire tourner sur ces serveurs vos charges les plus lourdes, les plus critiques pour votre business et vos cœurs de métier sur une plateforme extrêmement et performante.